Comme chaque soir, vous avez carte blanche sur Europe 1. Vous pouvez vous exprimer en toute liberté en appelant dès maintenant le 39 21 pour nous confier vos doutes, vos peurs, vos rêves, vos espoirs. Vous y serez accueillis par Asiba et Clémence sous l'œil attentif et bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et comme nous sommes en direct, vous pouvez à tout moment réagir en appelant ce même numéro pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également, si vous êtes un peu plus timide, nous écrire sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr ou nous envoyer un petit texto au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors beaucoup de mails aujourd'hui autour du témoignage de Michael qui nous avait appelé hier soir et pour nous confier qu'il s'occupait seul de sa femme qui est atteinte d'une sclérose en plaques et beaucoup de mobilisation, de solidarité autour de lui et je vous en remercie encore une fois très chaleureusement. Il y a Bombec qui nous écrit d'Avignon pour dire un grand coup de chapeau à ce formidable élan de mobilisation autour du cas de ce monsieur Rochelet, confronté à la maladie de sa femme et devant s'en occuper seul. La famille ne devrait pas avoir à jouer les soignants, j'en sais quelque chose. J'espère que ce monsieur a bien suivi tous nos conseils, contacté son médecin traitant, fouillé les pages jaunes qui doivent regorger d'adresses de service à la personne, où une infirmière coordinatrice se déplacera pour faire le point avec lui des différents soins à organiser, qu'il nous donne bien vite de meilleures nouvelles car il semblait prêt à craquer et comme je le comprends. Nous avons eu Michael, Asiba était en ligne là juste avant de démarrer l'émission et nous avons transmis toutes les informations que vous nous avez communiquées et elles étaient très très nombreuses. Donc il a toutes les données en main. Il y a également Anne et Julie alors qui nous ont envoyé un mail et qui disait, Anne disait je conseillerais de prendre contact avec des structures de soins palliatifs de sa région. Elle ajoute, il faut surtout pas associer soins palliatifs et uniquement fin de vie, car c'est aussi une aide précieuse pour les accompagnements de maladies incurables au long cours. Ayant fait un stage dans ce secteur, les équipes mobiles ou réseaux de soins palliatifs peuvent intervenir directement au domicile et coordonner les professionnels pour apporter une aide à la personne malade, mais aussi à son entourage, voire mettre en place l'hospitalisation à domicile ou les services d'aide à domicile. Un soutien psychologique peut aussi être proposé. Alors c'est important parce qu'effectivement moi je pensais que soins palliatifs pour moi rimait avec fin de vie et donc je découvre avec ce mail que dans les maladies comme ça au long cours il pouvait y avoir apparemment nous disent Anne et Julie des possibilités d'aide et de soins à domicile. Et puis il y a Anne qui nous écrit en disant je suis comme Michael, aidant familial suite à un accident vasculaire cérébral qui a laissé mon mari totalement dépendant. Nous avons 50 et 54 ans. J'ai conservé un mi-temps. Mon mari touche une aide et surtout une partie de soins nécessaires sont pris en charge par la MDPH. Il y a 2 intervenantes 6 heures par jour, mais j'interviens forcément le reste du temps. La relation de couple n'est plus possible. Reste la tendresse, mais qu'espérer d'autre? J'essaie de sortir un peu. Les amis sont assez présents, mais la solitude affective est terrible. Il faut dépasser la culpabilité
ce qui n'est pas toujours facile. Courage à Michael. Et je remercie aussi Coco qui nous a envoyé des mails et ainsi que les coordonnées du SIAD à La Rochelle. Donc merci pour tous les renseignements que vous avez communiqués et qui ont été transmis à Michael. On va accueillir tout de suite Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas par où commencer. Alors vous avez un souci avec vos deux parents qui ont un problème d'alcoolisme depuis des années. Oui, moi j'ai toujours connu ça. Enfin moi, donc c'est mon frère et ma soeur, parce que je suis la dernière. Et vous avez 29 ans, hein, vous? Oui. Oui. Donc avant c'était plus mon père, on va dire, sachant qu'il tient très bien l'alcool. Ça n'enlève rien au problème, mais il y a rarement eu des scènes de violence. Enfin, c'était plus dans les paroles, je remarque. Et au fur et à mesure, ça a été ma mère, ça s'est accentué ces dernières années. Et ils alternent, en fait. Enfin, nous, c'est l'impression qu'on a, c'est qu'ils alternent. Quel âge ont vos parents? Mon père va avoir 60 ans et ma mère 62. D'accord. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que depuis que ma mère est à la retraite, ce qui a coïncidé avec mon départ de la maison, ça s'est empiré. C'est-à-dire qu'avant, c'était que le week-end, elle allait jamais travailler dans cet état. Et que maintenant, c'est tout le temps. Et mon père, ça s'aggrave aussi. Sachant qu'ils sont suivis tous les deux par un psychiatre. Pas le même, hein? Non, pas le même. Alors, vous me dites dans votre mail que vous les avez contactés, justement, leurs psychiatres respectifs. Oui. Pour leur faire part de votre inquiétude. Oui. Et celui de mon père, il a été exécrable au téléphone. Il m'a répondu que déjà il savait pas si mon père, parce que j'ai cité le nom en fait de mon père et j'ai dit que j'étais sa fille. Et je l'ai appelé parce que on était tous désemparés, qu'on avait tout essayé et que je voulais avoir vers qui me diriger en fait. Que il était hors de question qu'il me raconte ce qui se passe lors des séances, que ça ne me regarde pas et que c'est confidentiel. Et il m'a répondu dans un premier temps que il savait même pas s'il s'occupait de mon père, en fait, s'il faisait partie de ses patients. Donc, je suppose que ça a été pour rester... respecter le secret médical. Voilà, ce que je comprends, mais je lui ai dit, mais je sais que je comprends que vous voulez respecter le secret médical, mais bon, c'est mon père, il en parle, quoi, quand même. Il en parle, et je vois les ordonnances à la maison. Donc, attendez, parlez bien dans le combiné, parce que j'entends pas toujours bien ce que vous dites. Ah, excusez-moi. Et donc, je lui ai dit, quoi, de comprendre sa position, mais qu'il essaie de se mettre à ma place, quoi. Enfin, oui, oui, c'est un puriste, là, oui. Il pourrait, voilà, il m'a raccroché au nez. Ah, il vous a raccroché au nez? Oui, voilà. En fait, il a fait que répéter la même chose. Qu'il ne savait pas s'il l'avait parmi ses patients. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. C'est tout. Il a, alors donc, on peut penser qu'il l'a vraiment en thérapie, lui, pas seulement. Oui. Vu sa réaction, il a une thérapie avec lui. Oui. Non, mais c'est sûr, hein, de toute façon. Depuis combien de temps il le suit Alors, je pourrais pas vous dire exactement, mais je dirais 4-5 ans. Oui, parce qu'en plus, si vous l'appelez, c'est que vous savez qu'il est en thérapie avec lui, donc c'est un petit peu... Surtout que vous avez pris les précautions de dire que bon, vous ne cherchez pas à savoir le contenu de ces séances, mais que vous êtes désemparé par rapport à cette situation, et c'était plus pour... En fait, ce que je lui ai expliqué aussi, et que j'ai expliqué aussi au psychiatre de ma mère, qui a été quand même beaucoup plus... réceptif, compréhensif. C'est que si j'appelais, c'était qu'ils sont en danger pour eux-mêmes et pour les autres, parce qu'il faut savoir qu'ils conduisent dans cet état. Que ma mère, mon père aussi, mélange les médicaments. Et c'est très dangereux.
Et c'est pour ça aussi, c'était pour éveiller un petit peu leur intérêt. C'est quand même eux qui décident, c'est eux qui donnent les médicaments. Et ça, je suis sûre que ils le savent pas. Ça, c'est des dangers pour. C'est-à-dire pour les qu'ils autres. ont des médicaments type antidépresseurs, anxiolytiques. Ma mère, ah oui, ma mère, elle a des antidépresseurs. Et elle puis- continue à s'alcooliser. Ouais. Mhm. Et puis c'est quelqu'un qui ne tient pas du tout l'alcool, donc il lui en faut peu. Mhm. Et mon père, il a des médicaments pour son cœur parce qu'il a eu une opération, il a un à vie. Par contre, je suis pas sûre et certaine qu'il prenne des antidépresseurs. Ça, c'est un gros point d'interrogation. Donc le psychiatre de votre mère Oui, alors lui, il m'a dit que. Moi, je lui ai quand même dit, par rapport à ma mère, je lui ai dit que elle mélangeait les médicaments et l'alcool. Oui. Alors lui, il était très surpris, il n'était pas au courant qu'elle buvait. Et je lui ai dit que ça m'étonnait pas parce que... il m'a dit qu'en fait, il l'avait jamais vue dans un état d'ébriété. Et je lui ai répondu que mes parents sont pas aussi stupides et que de toute façon, quand ils vont voir leur psychiatre ou toute autre personne, quand il y a quelque chose d'important, ils ne boivent pas. Ils en sont assez conscients. Ils se mentent à eux-mêmes, mais dans de telles circonstances, ils sont assez conscients pour ça. Mais ça veut dire qu'elle ne l'aborderait pas non plus en thérapie. Non, il me l'a pas dit officiellement, mais il n'était pas au courant. Et je lui ai dit, si je vous dis ça, c'est surtout Oui, parce que il était surpris en fait quand vous avez parlé de son problème d'alcool. Oui, il était très surpris. Et je lui ai dit, mais c'est surtout qu'elle mélange, quoi. Et donc là, il l'a appris. Et il m'a dit qu'il était au courant que mon père était... qu'il était au courant que mon père avait un souci avec l'alcool. Mais je lui ai dit, c'est pas étonnant, ils se rejettent la faute l'un l'autre. Mon père va tenir exactement le même discours à son psy. Oui. Et puis, il m'a dit aussi que... Donc, je lui ai dit que j'avais appelé le psychiatre de mon père. Oui. Que j'avais été très mal reçue. Oui. Et donc, il m'a dit, sans me citer le nom, vous pouvez me dire qui c'est? Oui. Je lui ai dit, Oui. je le connais, et il m'a dit, c'est vrai que c'était pas très sympa de sa part, et que peut-être qu'il a réagi comme ça parce qu'il se rend compte que sa thérapie ne fait aucun effet. C'est le psychiatre de votre mère qui vous a dit ça? Donc moi, après, je sais pas, j'ai juste dit que pour être franche, moi, ça faisait quand même très longtemps que je me posais la question de leur efficacité à tous les deux, bien que ça vienne aussi de la part du patient s'il a envie de s'en sortir ou pas. Ça, j'en suis très consciente. Et après, quand on a discuté tous les deux, donc il était au courant quand même de pas mal de choses concernant mon père, parce que je lui ai dit, que nous, on s'était renseignés pour une hospitalisation de force. L'idéal, ça aurait été du couple. Mais ma sœur, qui travaille chez ce médecin, m'a dit que fallait même pas espérer. Donc, il faudrait en choisir un. Mais qui dans les deux, qui est le plus en danger? Et pour lui, alors je sais pas si c'est pour protéger ma mère ou pas, mais pour lui, d'après ce que je lui ai donné comme élément, il m'a dit que c'était mon père. Oui, mais vous savez, par rapport à un suivi, ça marche pas, les injonctions thérapeutiques pour les problèmes d'alcool, pour les dépendances à l'alcool. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le sens où... L'hospitalisation de force, c'est... vous dites, ils sont en danger quand ils conduisent. Ils se mettent en danger eux et autrui, ça c'est certain. Oui. Mais si vous voulez, l'hospitalisation à la demande d'un tiers, c'est lorsque souvent il peut y avoir danger pour la personne si vous voulez, elle peut mettre en danger ses jours ou ceux d'autrui. Mais là, c'est pas ça qui va les soigner par rapport à leur alcoolisme tant qu'il n'y a pas un réel désir. Ce que j'entends, c'est que quand même, tous les deux, il y a un suivi. Donc il y a quand même une demande chez eux. Alors je ne sais pas quelle est leur demande. Ils vont pas chez le psy avec un revolver sur la tempe. Non, oui, ils y vont quand même, alors peut-être pour parler de leurs difficultés de couple, certes. Mais si vous voulez, quand j'entends, vous souhaitez les faire hospitaliser, mais qu'attendez-vous d'une hospitalisation?
nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il aille mieux, quoi. Oui, non, mais ça, j'entends bien. Ça, je vous comprends. Mais c'est pas ça qui va les sevrer, hein. Une personne alcoolique, on va pas pouvoir faire un sevrage contre sa volonté. Il faut sa participation. Donc en fait, on a aucun recours, quoi. Enfin, on peut rien faire. Ben, aucun recours. C'est-à-dire, sinon, après, oui. Ben, c'est-à-dire, ce que je comprends pas bien, c'est que vous dites ça fait des années qu'il s'alcoolise. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que vous, actuellement, vous me dites là, il y a urgence et que tout d'un coup, il faudrait vous songiez tous à une hospitalisation? Ben en fait, parce que, enfin, ça se ressent. Nous, ils nous mettent la pression dans le sens où ils nous appellent tout le temps. Ils passent. Enfin, il n'y a que moi, puisqu'il n'y a que moi qui est resté dans la ville dont on est originaire. Et ils sont empoisonnants avec ça, parce que de toute façon, dès qu'on les voit, c'est pour nous parler de l'autre conjoint, ça va pas. Et l'un l'autre. Ah bon. Ils nous racontent toujours la même chose, et on a beau leur dire, on a beau les stopper en leur disant, mais c'est pas à nous qu'il faut en parler, nous on est vos enfants, on n'a pas à vous prendre en charge. Ça percute pas, quoi. Oui, mais quand ils vous appellent, est-ce qu'ils sont dans leur état normal? Ou est-ce que finalement ils ont consommé c'est ce qui fait qu'ils ne vous entendent pas? Oui, de toute façon, ils ne nous entendent pas. Oui, ils ne vous entendent pas. Ça... Non. Qui est-ce qu'ils appellent? Vous, en particulier? Ma sœur ou moi, dépendamment l'une ou l'autre. Sachant que moi, je suis plus... Oui, ils n'appellent pas votre frère. Je sais pas trop, parce que j'ai plus l'impression que c'est ma sœur et moi. Oui, mais là, ça ne va pas. Je suis d'accord avec vous. Là, ils ont chacun leur psy pour en parler. Voilà. Donc leur problème, ça, c'est pas à vous qu'ils doivent en parler. On est d'accord. Mais à ce moment-là, vous avez le droit aussi de mettre un terme à l'entretien téléphonique. Vous n'êtes pas obligé d'entendre et de rester au bout du combiné à écouter leurs problèmes de couple. Oui, ça fait que je les vois plus. Parce qu'il n'y a que ça comme sujet de conversation. Eh bien, vous ne les voyez pas, vous les entendez au téléphone. Oui, mais de temps en temps, ils passent. Là, ce soir, mon père est passé comme ça à l'improviste. Et puis, Mais vous avez le droit de lui dire, Emmanuel, moi, je ne peux plus. Si c'est se voir pour que tu ne me parles que des problèmes de couple avec maman, c'est pas possible. Vous avez le droit aussi de dire ça, oui. Parce que finalement, c'est tellement imprimé, ancré en vous que depuis des années, au fond, c'est vous qui êtes le responsable adulte dans cette relation. Qu'au fond, vous ne vous autorisez même pas à dire ce qui est un minimum, que vous aussi vous avez une vie. C'est ce qu'on se tue à leur dire, quoi. Et moi, c'est vrai que là, donc il a déjà finalement des séances où il peut en parler. Il vient en plus vous voir pour en parler. Non. Dire de toute façon, moi je ne peux rien faire parce que je suis trop impliquée dans cette histoire. Et depuis, j'imagine depuis votre enfance, vous êtes bercé, si je puis dire, dans ce climat. Donc vous ne pouvez plus et vous avez le droit de dire que vous n'en pouvez plus, Emmanuel. Il faut pas craindre ça. Mais les soucis, après, ma sœur le vit finalement plus mal que moi. Je lui ai dit que moi, si ça continuait, et puis je les ai avertis, mes parents, qu'ils allaient couper les ponts. Et parce que c'était plus possible, c'est à eux de régler leurs problèmes et ils ont des personnes qui sont là pour. Et ma sœur me dit, mais moi, je me sens pas la force on peut pas les laisser tout seuls parce qu'ils vont déjà tellement mal s'il leur arrive quelque chose. Mais quoi? À quoi pense-t-elle? Elle pense comme moi, c'est surtout la route qui nous... Oui, peur, mais quoi. écoutez, vous êtes toujours... On voit bien le problème, c'est-à-dire que ça vous empêche, vous, de vivre. Oui, c'est-à-dire que vous avez toujours le souci de vos parents, mais Emmanuel, c'est pas parce que vous allez les faire hospitaliser. De toute façon, vos parents, on va pas pouvoir les garder hospitalisés 6 mois.
Donc c'est pas parce qu'ils vont être hospitalisés un mois que ça va tout régler. Donc vos parents, tant qu'ils ne vont pas d'eux-mêmes dire j'arrête ce problème de dépendance, et on voit la dépendance, elle n'est pas qu'au niveau de l'alcool, elle est aussi dans la relation de leur couple, où finalement ils sont dans une relation où ils ne se supportent pas apparemment, mais ils n'arrivent pas non plus pour le moment à se séparer, ou en tout cas à être dans une relation où ils sont ensemble mais sans se faire de mal. Bon, peut-être que ça va arriver à évoluer tout ça, hein, c'est possible aussi. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. En tout cas, ils ne peuvent pas vous prendre à témoin de tout ça. Et vous vous sentez complètement responsable. Or, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, et vous ne pouvez pas, ou alors il y aurait, alors je ne sais pas ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'il, ça il faudrait voir. Est-ce qu'il est possible de dire qu'il y a une interdiction qu'ils utilisent la voiture? Est-ce que je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Est-ce qu'il y a j'avoue que je n'ai pas connaissance de ça. Est-ce qu'on peut demander à l'aide d'un certificat médical? Ça, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est pas une hospitalisation qui va résoudre le problème de fond, hein. Parce que hospitaliser, s'ils n'ont pas eux une demande, ça ne marchera pas. Ce qui est quand même déjà positif, c'est qu'il y a une demande par rapport au fait qu'ils sont suivis et que, semble-t-il, ils se rendent à leur séance. Ça, c'est plutôt positif, hein. Oui, mais il n'y a aucun... Attendez, vous ne savez pas. Il peut y avoir... Il peut y avoir des choses, hein, quand même, qui évoluent. Vous savez pas. Peut-être pas au niveau de l'alcool pour le moment, mais enfin, quand même, ils se rendent à leur rendez-vous et ils ne boivent pas. Ah ça non, ça c'est clair. On va marquer une petite pause, hein. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors, on va retrouver tout de suite à Auxerre Jean-Charles Banoul pour le quart de finale de la Coupe de France. Auxerre, c'est le fief de Giroud, ça. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir Caroline. Effectivement, il est là Giroud, il n'est pas loin de moi d'ailleurs. Il est là, mais... vous l'embrassez pour moi alors. Ouais, mais il n'a pas le sourire parce que son équipe fétiche Auxerre vient de se faire éliminer par le Paris Saint-Germain. Ça a été long dans ce stade déserté par le public pour cause de huis clos. Au tir au but, Paris s'impose 6-5 et c'est Claude Makélélé, le capitaine, qui a marqué le dernier tir au but victorieux qui permet à Paris de garder quand même un peu le sourire dans une saison vraiment chaotique, tumultueuse et souvent triste pour le club parisien. Et bien voilà Paris qui se retrouve en demi-finale de la Coupe de France. Allez, on va tout de suite retrouver Emmanuel. Et Emmanuel, on va avoir Michel qui va nous rejoindre, qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Michel. Michel, vous êtes avec nous? Allô? Oui, bonsoir Michel, on vous écoute. Oui, je vous entends assez mal, mais... Bon, Allô? on vous entend très bien, nous. Michel, vous êtes là? Je vais essayer de faire comme ça, parce que j'entends très mal. Voilà, donc je voulais juste dire à cette jeune fille, j'ai oublié le prénom. Emmanuel. Emmanuel. Voilà, moi je suis un alcoolique modéré, dirais-je. Je sais que je suis assez accro à l'alcool, mais dès que je dois faire un voyage, dès que je dois faire un truc important, je sais m'arrêter. Et si ses parents savent s'arrêter quand ils doivent aller quelque part pour faire un truc important, je trouve elle doit essayer de comprendre pourquoi ils sont comme ça, quoi, et pas trop leur jeter la pierre comme ça tout de suite, quoi. Essayer de comprendre, ça fait quand même bientôt 30 ans, quoi. Je sais bien, mais s'ils sont encore capables de modérer leur consommation quand ils doivent faire quelque chose d'important, je trouve que c'est bien de leur donner, de leur faire confiance, quoi, parce que on n'est pas alcoolique par volonté, quoi. On tombe dedans et puis on est mal, mais voilà. Je comprends bien, mais nous,
nous, on n'en peut plus, quoi. Je veux dire, on a eu, comme je leur ai dit récemment, peut-être très durement, mais pour moi, ils ont gâché mon enfance, mon adolescence, mon début de vie d'adulte. Mais alors, Emmanuel, justement, moi, je pense que, je ne sais pas si vous avez un endroit pour parler de tout ça, mais ils ont peut-être, ce problème d'alcool a peut-être suffisamment gâché de choses entre votre enfance, votre adolescence, votre début de vie adulte, pour que maintenant vous vous autorisiez un peu à vivre pour vous. Je sais que c'est très dur. Je sais que c'est très dur quand ces parents ne vont pas bien et que, bien sûr, que vous aimeriez, vous l'avez dit, hein, qu'ils aillent mieux et que ça vous enlèverait un gros poids sur le cœur. Mais en même temps, vous ne pouvez pas les prendre en charge. C'est pas possible, ça. Donc, non, mais ça, je comprends bien. Donc, il va falloir que vous preniez un peu de la distance, et si vous n'y arrivez pas seul, que vous vous fassiez aider, vous. Pour enfin vivre votre vie. Parce que je ne sais pas quelle est votre vie à vous, de jeune femme, mais que vous ayez un peu un espace, parce que vous êtes envahie. Vous l'avez dit tout à l'heure, il me voilà, bouffe. c'est ça. Nous, on n'en peut plus. Et moi, mais je l'entends, ça revient sans arrêt dans votre bouche, et je comprends que vous n'en puissiez plus. Mais c'est ce que d'une certaine façon vous dites, Michel, c'est-à-dire c'est que après tout vos parents, écoutez, ils sont ils ont ce problème-là. Et c'est vrai qu'ils sont pas complètement dans une déchéance, c'est-à-dire c'est ce que vous dites, Michel. Ils sont quand même capables, dans certains rendez-vous, de ne pas s'alcooliser. Vous voyez, ils sont pas tombés au plus bas, quoi. Je vois avec mes enfants, ils sont très conscients que j'ai un peu ce problème-là, mais que quand il faut assurer, j'assure. Et ils me font pas de reproches, quoi. Ils vivent avec ça, puis bon. Je suis pas violent en plus, donc ça pose pas de problème. Hein. Et ils ont compris, puis leur amour qu'ils ont à me comprendre, ça m'aide, quoi, plutôt qu'autre chose, quoi. Ils ont du courage, hein, parce que honnêtement, nous, nos parents sont passés à côté de trop de choses. Je suis quelqu'un de gentil, c'est agréable, pas de soucis. Moi, je trouve que, je sais que c'est la maladie, mais je les trouve super égoïste parce qu'on a beau. Parce que tout ce qu'on fait, ils ne le voient pas. Pas forcément pour eux, mais notre vie... Enfin, ils ne nous voient pas, quoi. Ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas. J'ose même pas leur parler de mes problèmes. Moi, je suis au chômage. J'ai du mal à trouver du travail. Ils ne nous voient pas. Ils sont pas là. Ils sont censés avoir un rôle de protection, quand même. On n'a jamais été protégés. On s'en est toujours sortis tout seuls. Et plutôt bien. Bien sûr, mais s'ils n'étaient pas alcooliques et s'ils avaient des problèmes financiers autres... ce serait la même situation, quoi, pour vous, quoi. C'est à vous de vous prendre en charge et puis d'essayer de les aimer comme ils sont, parce que ils sont pas non plus. Non, mais là, Michel, c'est compréhensible de votre point de vue parce que vous-même étant confronté à cela, c'est compliqué. Mais on entend aussi dans le témoignage d'Emmanuel beaucoup de désarroi et au fond de la colère. Oui, je comprends. Oui. Et qui est légitime. Oui. Parce que oui, c'est vrai, vos parents, je dirais pas que c'est de l'égoïsme, je dirais qu'ils sont complètement dans leurs problèmes. Ils sont tournés sur eux-mêmes, ils sont effectivement très égocentriques. Il y a une forme d'immaturité qui fait qu'ils n'agissent pas en tant que parents et leurs problèmes ont tellement tout envahi, problèmes de couple, problèmes certainement liés à leur histoire personnelle et pas seulement de couple, qui fait qu'ils ont oublié de se comporter en tant que parents responsables. Donc vous êtes devenu mature trop tôt et encore aujourd'hui vous continuez à les protéger alors que comme vous dites, vous auriez beaucoup à vous occuper de vous-même. Vous dites aujourd'hui, vous êtes une jeune femme de 29 ans, vous êtes au chômage, vous avez du coup de l'énergie, il vous faudrait de l'énergie pour cela, pour vous par rapport à cette recherche d'emploi, vous auriez besoin d'être soutenu, d'être aidé, d'accompagné, rassuré.
Et ça ne peut pas venir de vos parents. Et encore, c'est vous qui, au fond, vous inquiétez pour eux. Dire, faudrait peut-être les faire hospitaliser. J'aimerais qu'ils aillent mieux. Ça me préoccupe. J'ai peur qu'ils aient un accident. Vous voyez, les rôles sont inversés. Et parce que ça a toujours été comme ça, votre relation. Oui, ça a toujours été. Et c'est très difficile de sortir de ce type de relation. Parce que elle s'est mise en place très tôt, Emmanuel. Et c'est pour ça que je pense que si vous ne l'êtes pas déjà, il faudrait que vous soyez, vous, un peu soutenu. Disons psychologiquement. Que, oui, éventuellement, mais c'est vrai que j'ai déjà fait beaucoup de travail auparavant. Et de quelle façon ça, j'en ai conscience. De quelle façon? J'ai été voir une psychothérapeute il y a quelques années et elle m'avait fait déjà prendre conscience de tout ça. En fait, moi, j'ai un lourd passé aussi. Lourd. J'ai été anorexique pendant assez longtemps. J'ai été hospitalisée très longtemps. Et déjà, à l'époque, ils avaient interdiction de me voir, mes parents. Et j'avais 13 ans, j'étais jeune. Et j'étais hospitalisée loin du domicile, dans une autre région. Et le psy, il leur avait dit, donc en leur expliquant qu'ils n'avaient pas le droit de me voir, qu'ils auraient des nouvelles par l'intermédiaire de l'équipe médicale, mais qu'ils avaient droit à aucun contact avec moi dans les premiers temps. Il leur avait dit, pendant que votre fille se fait soigner, allez voir quelqu'un, allez voir un thérapeute de couple, parce que c'est un appel au secours qu'elle fait, et à vous de vous soigner aussi. Ça n'a jamais été fait. Et en fait, on a chacun réagi à notre manière dans les 3 enfants, mais on a tous réagi. Et donc moi, suite à ça, j'ai vu plusieurs psychiatres et j'en ai une très mauvaise expérience dans le sens que pour moi, ça n'a servi à rien. Ça a peut-être servi à quelque chose, mais ça saute tellement pas à mes yeux que pour moi, ça n'a servi à rien. Et par la suite, j'ai arrêté et j'ai repris de moi-même. Je suis partie voir une psychothérapeute en 6 mois. J'étais sortie, quoi. En 6 mois, je quittais le foyer de mes parents, je partais à l'étranger. Enfin, j'étais autonome et puis j'avais posé mes limites vis-à-vis d'eux, alors que je vivais encore à leur domicile, mais elle m'avait appris à poser mes limites, à prendre du recul par rapport à tout ça. Donc j'ai déjà fait beaucoup de travail avec cette personne-là. Mais c'est vrai que là, ça a tendance à revenir, ça allait mieux, et là, ils nous envahissent. Ils vous envahissent de nouveau. Ouais, et peut-être que cette personne-là avec qui vous avez beaucoup avancé à un moment, ça serait pas possible de revenir la voir? Si actuellement vous vous sentez de nouveau envahi par vos parents? Disons que c'est financièrement qui me bloque, parce que elle est pas médecin. Non. Oui, donc elle peut pas être remboursée. Oui, mais justement, si elle vous connaît, étant donné votre situation, vous êtes au chômage. Enfin, je veux dire, un thérapeute s'adapte à ces situations. On peut faire des tarifs adaptés, justement, en tant que psychologue, n'étant pas médecin, à des tarifs adaptés aux étudiants, aux personnes qui sont au chômage, quitte à justement des personnes qui ont des situations plus confortables, ont des consultations un peu plus onéreuses que, évidemment, des personnes au chômage ou qui touchent un RSA ou des étudiants. C'est dans l'ordre, c'est normal. On s'adapte à ces situations. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Pas que vous ne puissiez pas retourner la voir et si vous en avez besoin. Je dis pas de ne pas payer, que ce soit complètement gratuit, mais qu'elle s'adapte à votre situation actuelle. Qu'elle vous propose, si vous voulez, quelque chose qui corresponde au fait qu'actuellement, vous disposez de peu de revenus. Caroline ? Oui, Michel. Oui, juste pour dire, je repense que mes enfants m'ont jamais mis la pression, pour me dire que j'étais pas bien. Et, du coup, j'étais plus libre pour assurer ce qu'il fallait pour eux et pour... Quel âge ont-ils, vos enfants, Michel ? Aujourd'hui, ils ont 30 ans et 28 ans. Et donc, mais bon, ça fait un moment qu'ils sont partis. À cette époque-là où il y avait un problème, ils étaient plus jeunes, ils avaient 26 ou 24, quelque chose comme ça, Mais ils m'ont jamais mis la pression, Donc, du coup, ils étaient aussi un peu détachés de ça. Et moi, je pouvais leur apporter tout ce que je pouvais
pouvais, parce que j'en avais la capacité quand même, quoi. Donc, Oui, parce que nous, on n'a rien, quoi. On n'a jamais rien eu, c'est peut-être un peu fort, mais il y a un moment, il faut un peu vous détacher, peut-être, non Mais c'est difficile, c'est vrai. Oui, bien, vous avez raison, c'est détaché, mais c'est difficile quand on a manqué. Quand on a manqué de sécurité, quand on a manqué si vous voulez, je dirais pas d'amour, mais de sécurité affective. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Bien sûr, mais c'est-à-dire, si Emmanuel a 29 ans, si elle se prend en main et puis qu'elle se fait une vie à elle, après, elle pourra apporter des choses à ses parents aussi, quoi, qui auront peut-être besoin. Ah non, mais moi, j'ai plus l'intention de leur apporter quoi que ce soit. Oui, J'ai déjà bousillé toute une partie de ma vie à cause d'eux. Ouais, Après, faut pas dire j'ai ça. passé le stade de la haine. Elle a le droit de le dire. Je sais que c'est la maladie. Mais je leur ai dit aussi, parce que de toute façon, ils l'entendent pas, ça. Mais... Non, faut pas dire ça. Elle a le droit de le dire. Elle a le droit je me d'être suis rendue malade, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, je me suis rendue malade. J'ai failli en mourir. C'est bien, mais eux aussi, ils ont une maladie, quoi. Donc, Eh ben oui, mais faut pas renverser les rôles. Moi, je leur dis là. Oui, elle a le droit de le dire en tant qu'enfant. C'est vrai que forcément, vous ne parlez pas du même point de vue, mais vous savez, c'est une forme de maltraitance pour un enfant d'assister passif à la souffrance de ses parents. Et la souffrance, évidemment, un parent qui est alcoolique est un parent qui est en souffrance. Il n'empêche que pour un enfant, voir son parent se détruire et ne rien faire, c'est insupportable parce que cet enfant, il est livré à lui-même. Et il grandit dans un abandon. Il se trouve que quand ses deux parents, cet enfant grandit dans un abandon moral. Et c'est vrai que ça donne des enfances, qu'on appelle un peu des enfances blanches. Hein, c'est-à-dire, alors ça fait des enfants souvent hyper matures qui deviennent souvent, se construisent, sont très prennent en charge, savent très bien prendre en charge leurs parents, les autres, mais qui affectivement ont une grande insécurité, beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance et un sentiment d'abandon très fort. Donc c'est lourd parce qu'effectivement c'est pas visible, c'est beaucoup de blessures comme ça qui sont invisibles et qui ont vraiment besoin d'être réparées. Donc moi je comprends vraiment votre désarroi, Emmanuel, et c'est pour ça que il est important que vous vous occupiez de vous et que vous vous occupiez aussi de cette souffrance d'enfant, parce que si vous ne pouvez rien faire pour celle de vos parents qui après tout se font prendre en charge chacun de leur côté, et ça c'est positif, il y a une demande, ils sont suivis, donc ça c'est plutôt constructif, et ça peut prendre du temps. Vous pouvez dire oui, mais déjà 4 ans il se passe rien. Alors parfois les résultats ne sont pas spectaculaire, pas évident, pas du premier coup, mais ça peut évoluer à petits pas. Voyez, eh bien, il faut que vous pouvez en revanche faire beaucoup pour votre peine et pour votre douleur à vous. On va marquer une pause et on va accueillir José. Vous pouvez rester avec nous, Michel, si vous le souhaitez, parce que José voudrait réagir, mais on doit marquer une pause musicale auparavant. Un petit message de Bombec par SMS qui dit: face au désarroi très compréhensible de cette jeune fille, permettez-moi quelques conseils et réflexions. Chacun, même alcoolisé, est maître de son destin, libre de se soigner ou non, et doit respecter les autres, surtout ses propres enfants. Seuls des alcoologues peuvent agir efficacement. Les psychiatres pourraient peut-être diriger les parents vers des structures appropriées. Courage, des solutions existent, même pour des gens dans le déni, comme c'est souvent le cas, hélas. Qu'Emmanuel se protège avant tout. Guy a également appelé le 3921 qui dit: je comprends fort bien la position d'Emmanuel. J'ai été alcoolique, je suis abstinent depuis 13 ans. Cette jeune femme est malade de la maladie de ses parents. Je n'ai jamais vu de psychiatre, mais des alcoologues, et je m'en suis sortie grâce à l'association des alcooliques anonymes.
Et c'est vrai que ça serait important, mais que vos parents voient des médecins alcoologues et soient suivis aussi sur ce plan-là. Alors en même temps, si votre mère n'en parle pas, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même important de voir, d'être suivi par des spécialistes de la question et aussi les associations qui font un boulot remarquable. Il faut bien le dire. Hein. On va accueillir également José. Bonsoir José. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir Emmanuel. Emmanuel et Michel qui sont avec Emmanuel nous. Et Michel, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis bien placée, je crois, pour comprendre la grande souffrance d'Emmanuel. Et je comprends qu'elle a même failli en mourir. Puisque moi-même, j'ai été élevée dans une famille où mes parents buvaient tous les deux. Je crois qu'elle a bien compris qu'elle ne peut strictement rien faire par rapport à l'alcoolisme de ses parents. Si eux n'ont pas décidé de s'en sortir, si eux n'ont pas décidé d'en parler à leurs psychiatres respectifs, s'ils ne veulent pas aller dans des associations d'alcooliques, alcooliques anonymes, Vie Libre et compagnie, s'ils ne veulent pas se prendre en charge et décider de s'en sortir, il faut qu'elle accepte son impuissance face à ce problème. Ça, c'est un travail d'acceptation. Il faut accepter qu'on est impuissant face à la maladie alcoolique. Ça, c'est une chose, je pense qu'Emmanuel aura compris. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, moi maintenant j'ai 60 ans, j'ai traversé de grandes souffrances, j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence non plus. J'ai aucun souvenir d'enfance joyeuse, d'adolescence insouciante ni rien. Par contre, je pense que ça fait des gens costauds, avec une force intérieure souvent hors du commun. Elle va être aguerrie pour la vie face aux épreuves parce que elle aura du bonheur puis elle aura des épreuves comme tout le monde. Et elle se rendra compte que justement cette souffrance d'enfant, d'adolescence, cette enfance un peu volée finalement, oui, c'est vrai que c'est de la maltraitance, c'est vrai. Mais souvent, ça fait des gens qui ont une âme, un supplément d'âme, et qui ont une force intérieure souvent exceptionnelle. Moi, j'ai 60 ans maintenant, j'ai réussi ma vie, j'ai réussi ma vie sur tous les plans. Et j'ai toujours été costaude face aux souffrances. J'ai toujours été avec une force intérieure on m'a toujours dit hors du commun. Et je suis heureuse de la vie que j'ai eue, malgré l'enfance et l'adolescence et l'âge adulte aussi, début d'âge adulte très 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 difficile. Et je crois qu'Emmanuel doit avoir confiance en la vie. Elle doit continuer à aimer ses parents. Il faut qu'elle aime ses parents. Ils sont malades, ils seraient cancéreux tous les deux. Il lui ferait de la peine. Et là, c'est la même chose. C'est la maladie alcoolique. Donc, continue à les aimer, plein d'amour. Mais tout en se protégeant, c'est là que c'est difficile. C'est la bonne distance qui est difficile. Il y a des phases, c'est-à-dire que vous avez raison de dire ça. Mais quand je disais qu'elle a le droit d'exprimer sa colère, c'est-à-dire que dans un travail sur soi, on passe par des phases. Et c'est pas parce qu'à un moment on exprime sa colère et qu'on dit qu'on en veut à ses parents qu'on peut pas après dire qu'on s'autorise à les aimer. Vous voyez, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'on a le droit à un moment. C'est d'écrire. J'ai énormément écrit. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'une souffrance qui est bien reconnue, qui est assumée, qui est comprise, elle se digère, elle perd son pouvoir de nuisance, et c'est vrai qu'elle se transforme. Elle peut même se transformer en énergie positive. Ça, c'est évident. Ah oui, mais ça, mais moi aussi. Je ferais pas ce métier sinon. Voilà, vous êtes merveilleuse, Caroline. Non, mais ça, vous le dites très bien, et on sent que c'est du vécu, c'est du vécu, José. c'est du vécu. Vraiment, vraiment du vécu. C'est du fond du cœur que je lui parle en lui disant surtout qu'elle a de l'espoir pour sa vie d'adulte et pour sa vie future. Parce que ça fera quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est déjà, on le sent, parce que d'ailleurs, on sent à quel point Emmanuel est très soucieuse et à quel point tout le sens de son témoignage, c'était, au départ de son appel, c'était comment aider mes parents. J'ai peur pour eux, je veux les aider, continuons à les aimer. Puis en même temps, j'en peux plus de les porter parce que c'est lourd, c'est pas eux, c'est les deux parents. Eh ben non. C'est ça, mais c'est dur d'admettre son impuissance, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Accepter son impuissance, mais oui. C'est tout un travail. Et on passe par des phases où on se dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Oui. Et des phases, et puis petit à petit, c'est déprimant.
Oui, c'est très déprimant. C'est très Mais déprimant. Petit à petit, on se rapproche de cela, dire oui, j'accepte, je n'y peux rien. Mais je continue à les aimer, mais voilà, se protéger, se faire aider, tout à fait, bien sûr. Et ce qui est difficile à garder, c'est cette bonne distance. Celle qui... Oui. Voilà. Voilà. Et là où j'en suis, c'est qu'est-ce que je fais, quoi. Je sais plus quoi faire. Mais c'est pour ça qu'il faut, quand on sait plus quoi faire, il faut savoir s'occuper de soi. Oui, Il faut être, vous savez, il faut dire, oh, si je suis perdu comme ça, il faut que essayer de se faire du bien à soi. C'est-à-dire, vous dites, voilà, moi, mes parents, ils étaient trop perdus, trop malheureux, trop en souffrance pour s'occuper de moi. Alors, il va falloir que vous soyez un peu un peu cette maman, ce papa pour vous-même. Emmanuel, savoir être le plus doux, tendre avec vous et vous faire du bien. Voilà, on n'est pas là sur cette terre pour se faire du mal. Donc c'est pas à vous en allant mal que vous allez pouvoir les aider. Sachant que vos parents, ils sont pas complètement livrés à eux-mêmes. Ils ont à chaque fois quelqu'un qui les accompagne. Alors pas autant que vous voudriez, mais ils ont quand même quelqu'un qui les accompagne et ça veut dire qu'ils ont une demande. Voyez, donc c'est déjà quelque chose ça de très constructif. Hein, pas autant vous voudriez, mais après tout, vous savez pas non plus forcément ce qui se passe. Merci beaucoup, José, de cette intervention, Caroline, je la trouve très constructive. Si je me permets, Caroline, pour le cas où Emmanuel voudrait éventuellement m'en parler, vous pouvez lui donner mon numéro de téléphone et elle peut m'appeler quand elle veut et on peut bavarder un petit moment sans problème. Si je peux l'aider, ça sera de tout mon cœur parce que je la comprends tellement, tellement. Mais écoutez, voilà. Merci beaucoup de cette proposition, Bonsoir, José. Caroline, et merci pour votre émission, merci pour tout le bien que vous faites. Merci à vous d'y participer. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir, José. Et on va accueillir et conclure avec Alban. Bonsoir, Alban. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci pour toutes vos émissions. Voilà, je voulais dire bonjour aussi à Emmanuel. Je suis une malade alcoolique qui est abstinente depuis 5 ans. Donc, je sais le mal que j'ai pu faire autour de moi, où j'ai pu détruire dans ma famille. Et je sais aussi combien c'est impossible de pouvoir aider les personnes qui sont alcooliques quand elles sont encore un peu dans le déni, comme j'ai l'impression que sont vos parents. Bon, c'est vrai qu'ils vont voir chacun un psychiatre, mais ils sont pas forcément OK avec leur alcool. Et moi, j'avais quelque chose à vous proposer, c'est qu'il existe un groupe familial qui s'appelle Alanon, qui est ouvert, et il y a des groupes dans toute la France, qui sont ouverts pour les parents, les familles, les amis, des personnes qui ont dans leur famille eux-mêmes un problème d'alcool. Et c'est vrai que de parler avec des personnes, d'échanger, de partager avec des personnes qui ont les mêmes problèmes que vous, parce qu'en fin de compte, les problèmes, quand on est dans cette maladie alcoolique, elles sont pas si différentes que ça. Quand on rencontre ces personnes qui ont connu le même parcours que le vôtre, et cette possibilité de pouvoir échanger, en parler, ça fait un bien énorme. D'abord, on s'en va sur un chemin où on va rencontrer des gens qui vont vraiment comprendre parce qu'ils seront passés par les mêmes choses que vous. Et ça sera aussi ce que je vous souhaite si vous faites votre démarche, la possibilité d'entretenir des liens, de pouvoir les appeler quand vous voulez, de pouvoir les rencontrer et de pouvoir vous dire que vous n'êtes pas responsable de la maladie de vos parents, que j'ai bien entendu qu'il faut les aimer, qu'il faut aussi... Mais qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile à faire quand on a eu... moi, je le sais par rapport à mes enfants.
Qu'est-ce que c'est difficile de pouvoir revenir sur tout ce qui était hier quand j'étais dans l'alcool. Et je participe de temps en temps à ces groupes à l'ANON parce qu'ils ne comprennent pas les gens, les personnes avec qui on a vécu et avec qui on a bu et à qui on en a fait voir de toutes les couleurs parce que on perd complètement la maîtrise de notre vie et on entre avec nos gros sabots partout et surtout auprès de nos proches. Il y en a dans toute la France, Alban ? Il y en a dans toute la France, des groupes. Alors... à l'ANON, c'est A-L-A... Non, A-L-A-N-O-N. Et il y a aussi avec les alatines. Les alatines étant les enfants. Ah, j'avais entendu, oui, qu'il y avait spécialement des groupes pour les enfants. Voilà. C'est pour les parents, enfin, ou c'est pour qui Non, c'est pour la famille. Hein. Oui, voilà. D'accord. À l'ANON, c'est pour la pas pour famille. c'est pour ceux qui les tiers. Et les alatines, ce sont pour les enfants. J'ai d'ailleurs déjà rencontré. Est-ce que vous pourrez donner hors antenne les coordonnées ? Ah, mais je peux même vous les donner là. Bon, oui, mais là, les numéros, ça va être compliqué à donner à l'antenne. Ça va être compliqué à l'antenne. Voilà, je vous donnerai donc le numéro parce qu'on a un bureau des services généraux. D'accord, donc vous nous les donnez, on va les prendre hors antenne. Hein, voilà. Et on va les donner comme ça à Emmanuel parce que tout noter à l'antenne, ça va être compliqué. Quelque chose. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, oui, pour ces informations et de savoir qu'il y a des groupes spécialement pour les enfants de parents alcooliques. Merci infiniment. Il faut qu'on se quitte, qu'on marque une pause. Merci infiniment pour ces informations. Emmanuel, en tout cas, prenez soin de vous et revenez voir quand même cette thérapeute. Je crois que vous avez un grand besoin aussi de parler. Bon courage à vous. Ne raccrochez pas, on va vous communiquer des coordonnées. C'est la deuxième heure de l'émission, toujours en direct bien sûr sur Europe 1. La ligne est ouverte au 39 21 et des réactions qui arrivent pour Emmanuel. Emmanuel donc qui était très désemparé, ses deux parents souffrant d'alcoolisme. Beaucoup de réactions donc par mail. Valérie du 62 qui dit attention, les rôles sont inversés. Vous avez pris la place de vos parents et eux se reposent trop sur vous. Il faut qu'ils réalisent qu'ils vous créent des problèmes. Ils sont égoïstes. Pensez à vous. Devenez vous aussi égoïste. Courage. Alors il y a Véronique qui parlait de l'association Alanon qui aide les familles d'alcooliques, qui les déculpabilise par rapport aux conjoints ou à leurs parents et qui nous disait comme Alban qu'il existait une antenne dans chaque région. Hein. Nous avons pris les coordonnées pour Emmanuel. JC qui dit Emmanuel a 29 ans, l'immaturité de ses parents a inversé les rôles, mais la vraie question à se poser n'est-elle pas de vivre pour elle-même, d'aimer, peut-être d'avoir des enfants, avec cette lucidité, cette force qui se dégage d'elle, elle peut faire son chemin. Le passé constitue son présent, mais elle doit regarder l'avenir, il lui appartient. Une page se tourne, sa colère montre qu'elle est au bord de le faire. Courage à elle. Et puis Margot qui dit Emmanuel me semble être une jeune femme pleine de vie, de caractère et je lui souhaite de réussir à mettre toute son énergie dans sa vie d'adulte. Qu'elle et sa sœur mènent enfin leur vie affective, professionnelle pleinement et n'hésitent pas à se reposer aussi sur leur entourage. Bon courage à elle. Il y a également le subversif qui dit l'enlacement mortifère qui lie le couple de vos parents vous enserre dans ses griffes déstructurantes et c'est votre culpabilité de rompre avec leur emprise qu'il faut dépasser. Et c'est vrai que c'est toujours terriblement
vraiment culpabilisant de prendre de la distance par rapport à des parents qui souffrent, et pourtant c'est une nécessité impérieuse, parce que sinon le risque c'est de couler, et de couler avec eux. Donc, alors il y avait, je disais aussi par rapport, puisqu'elle s'inquiétait par rapport à l'utilisation, enfin l'alcool et la conduite automobile, mais là, dire que faire? Est-ce qu'un médecin peut faire un certificat? Alors, il y avait Gabriel du 92 qui est dans la police, qui dit qu'un médecin qui a connaissance de l'alcoolisme d'un patient peut informer le préfet ou le procureur. Oui, mais en même temps, je ne sais pas si pour autant on peut retirer un permis s'il n'y a pas voie de fait. Bon. On va. Alors il y a Michael aussi qui, ça c'était pendant le débat, nous avait appelé pour remercier tous ceux, et vous étiez très nombreux à avoir envoyé des messages, à avoir envoyé des mails pour donner toutes les coordonnées au sujet des adresses, donc pour toutes les structures d'aide à domicile, de soins à domicile. Et Michael nous dit, donc qui est intervenu, Michael qui est aidant à domicile pour son épouse qui est atteinte de sclérose en plaques, et il nous dit dès demain je vais mettre les choses en route pour avoir une aide à domicile. Donc voilà, ça lui a donné comme ça du courage et de l'énergie, de l'espoir pour entreprendre quelque chose. Merci encore à vous tous. On va accueillir maintenant Pierrette. Bonsoir Pierrette. Bonsoir. Bonsoir. Alors Pierrette, Oui. vous ne vous sentez pas très bien en ce moment, je crois? Oui, pas en ce moment. L'été dernier, je suis allée faire une cure à Brive-les-Bains. Oui. Parce que j'avais un petit peu de poids et puis surtout j'ai beaucoup de rhumatisme. J'ai 72 ans et j'ai dû prendre là-bas une bronchite qui s'est transformée en je ne sais quoi. Et depuis le 15 août, je suis soignée à la cortisone. Ah oui. Et ça commence seulement à passer, mais bon, le moral, il en a pris un coup. C'est-à-dire que oui, le moral en a pris un coup. Vous n'arriviez pas à vous défaire de cette bronchite? Si, ça y est, on Oui. a réussi à trouver la solution et Oui. je ne tousse plus, mais j'ai passé tout l'hiver à tousser, j'ai des occupations, je suis une personne très active et là, ça m'a coupé les jambes. J'ai plus envie comment dire, j'en étais presque à me dire pourquoi vivre. Oui. Pour en arriver là. Oui. Alors je vais d'un côté me faire soigner et puis de l'autre côté je reviens malade sur un autre sujet. Alors Ça vous déprimait? Ça m'a déprimé, voilà. Oui. Bah, il faut dire que c'est pas marrant d'être vous deviez vous sentir très fatigué. Ah oui, et puis pendant la période j'habite Grenoble, à côté de Grenoble, et on a eu un hiver très froid comme partout. Oui, c'est ça, il a été vraiment rigoureux. J'allais quand même à mon bureau, mais j'étais fatiguée. Vous continuiez à travailler. Oui, Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes très occupé. Qu'est-ce que vous faisiez? Secrétaire générale adjointe au comité olympique à Grenoble, oui. Oui. Mais je m'occupe du sport, en fait. Oui. Voilà. Et vous avez toujours été dans ce domaine-là? Oui. Je suis, comment dire, et là je suis à mon 4e mandat au niveau du bureau. Au 4e mandat? Oui, ça va faire 1 an là. Oui, mais ça m'intéresse, je m'en occupe. Alors ce qui m'a fait craquer, c'est, je vous explique franchement, il y a une quinzaine de jours, on est allé faire des achats parce que j'avais besoin d'affaires, j'avais grossi. Et j'ai pris 2 tailles, c'est-à-dire que je faisais du 42. Oui. Et j'ai été obligée de m'habiller en 46-48. Et j'ai été avec ma fille qui m'a... je m'entends pas très bien avec ma fille. Oui. Et là, elle m'a maltraitée. Je dirais que c'est de la maltraitance. Elle m'a dit que j'étais à la limite... Comment elle m'a dit? Que j'étais à la limite de l'obésité. Et si j'avais su, je lui aurais pas demandé de venir avec moi.
Oui, bah oui, ça, vous n'aviez pas besoin d'entendre ça. Oui, c'était pas le moment. Mais si vous avez pris de la cortisone aussi Oui. pendant 4 mois, oui, ça fait grossir aussi, ça fait enfler un peu. Hein. Oui, c'est ça. Ça peut jouer aussi, ça. Oui, Enfin, ça s'est mis sur les hanches oui. et sur les fesses et c'est pas évident d'y faire partir. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que moi j'ai fait des démarches pour retourner à Bride-les-Bains, donc ça c'est fait. Mais est-ce qu'il n'existerait pas des endroits où je pourrais aller si vous connaissez des gens j'ai trouvé des cliniques, mais la sécurité sociale ne m'accordera pas les deux. C'est-à-dire, si elle me permet d'aller à Bride-les-Bains, elle n'acceptera pas que j'aille dans une clinique. Mais des cliniques, pourquoi, d'amaigrissement? Oui. Ah, je n'en connais pas personnellement. Mais il y a d'autres méthodes. Ouais, les cures, c'est très bien, hein, les cures thermales. Pourquoi vous... Mais j'y retourne cette année. Oui, parce que vous en gardez le fait que l'année dernière, vous avez eu une bronchite, c'est ça? Vous avez peur un peu d'y retourner? Alors, j'ai hésité à faire ma demande à la Sécu. Pour finir, je l'ai faite et ils me l'ont accordée. Donc, j'y retourne. Oui, bah, vous vous plaisez là-bas? Vous retrouvez un peu les mêmes personnes à chaque fois ou... Ce sera la 2e année, mais je suis une personne qui suis assez solitaire quand je suis à l'extérieur. Je m'occupe très bien de mon travail, mais sinon, je m'attache pas aux gens. Vous ne vous liez pas. Je me lie pas, voilà. Oui. Vous restez combien de temps en cure? Un mois? 3 semaines. 3 semaines. 21 jours. Et vous ne sympathisez pas là-bas sur place? Au restaurant. Au restaurant et pendant les soins, non? Ben, pendant les soins, on est séparés. Hein. Oui. On est séparés pendant les soins. Oui. Alors, on peut se voir au vestiaire ou quand on se change et qu'on prend notre peignoir. Oui, vous allez là-bas surtout pour vous reposer, faire vos soins, mais vous ne cherchez pas forcément à lier connaissance. Voilà. Oui, d'accord. Et là, je suis vraiment catastrophée parce que c'est vrai que prendre de taille, je suis pas très grande, je mesure 1m52. Oh, mais vous allez les reperdre parce que je pense que la cortisone aussi, ça ouvre l'appétit, hein. Oui. Donc vous avez dû vous avez dû certainement davantage manger. Oui. Parce que ça, en général, ça, je vous dis, ça ouvre l'appétit d'être sous cortisone. Oui, j'avais le matin et le soir. Vous n'aviez pas davantage faim? Si. Bah oui. Ça m'arrivait même de me lever la nuit. Ah oui, vous voyez? Oui. Oui, donc en arrêtant, vous n'aurez plus ces fringales. Hein, oui. je pense. Enfin, vous avez arrêté quand la cortisone? Au début du mois. Bah, est-ce que déjà vous vous levez la nuit là? Non plus. Bah, vous voyez. Oui. Donc déjà, vous n'allez plus avoir comme ça ces fringales. Donc vous allez retrouver votre appétit normal, hein, j'ai envie de dire. Donc vous allez perdre. Et puis avec on mange déjà, on s'alimente différemment un peu. Printemps et été, on mange des plats moins roboratifs. Enfin, on mange un peu plus léger. Oui, puis moi, avec les horaires que je fais, c'est-à-dire que la journée, je passe au bureau, mais nos activités elles ont surtout lieu le soir. C'est-à-dire que ça commence à 8 heures du soir et on rentre, quand on rentre, des fois c'est 2 heures du matin. Oui, donc vous mangez là. Et oui. Oui, donc oui, je connais ça. Oui. Pas prévu, oui, donc quand on mange et après, oui, quand on mange et après qu'on va se coucher, c'est pas, oui. Non, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est comme ça. Mais là, je vous dis, ça a décuplé votre appétit, mais là, les choses vont rentrer un petit peu dans l'ordre. Hein. Donc. Et là, depuis. Il y a une quinzaine de jours, oui, donc on est allé chercher des vêtements et avant je pleurais jamais et là j'arrête pas de pleurer. Mais soyez tranquille, j'ai un psychiatre que je vois régulièrement tous les 3 mois depuis une dizaine d'années.
D'accord. Et vous Donc, le voyez pour... Je suis pas isolée. Oui. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai eu un problème financier et j'ai été obligée d'aller au surendettement. Mais maintenant, c'est réglé, on a tout réglé. J'ai rien perdu, j'ai gardé mon appartement. Enfin, mon fils m'a aidé et tout s'est bien passé pour finir. Donc, c'est pas ça qui m'a gênée. C'est le fait que j'ai cette cortisone qui m'est tombée sur le dos. Bah, ça vous a fatigué, oui, mais c'est pas, ça vous a un peu aussi abattu, oui. déprimé de ne pas sentir que vous aviez votre vitalité habituelle, parce que sinon, vous dites que vous avez 72 ans, mais vous êtes très active, hein, puisque vous alliez quand même malgré tout au bureau tous les jours, malgré cet hiver très rigoureux. Bon, enfin donc là, vous n'aviez pas votre vitalité habituelle, mais là, avec le printemps qui revient, la douceur, des beaux jours. Enfin, vous allez voir, vous allez reperdre. Et puis, ça va. Je vous dis, déjà, vous allez retrouver un appétit plus normal. Vous allez faire aussi certainement un peu plus attention. Et puis, vous n'aurez plus. Je vous dis, la cortisone a un peu bouleversé votre métabolisme. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Ça a été. Je le sentais venir. C'était. C'était vraiment flagrant. Oui. C'était, je m'en rendais compte quand j'enfilais ma chemise de nuit le soir, par exemple. J'étais serrée dans le lit. Oui, bien sûr. Jusqu'à présent, c'était pas comme ça. Oui. Alors j'ai eu un peu un grief contre Bride-les-Bains. Mais bon, j'y retourne cette année. Si vous voulez, c'est pour ça que je vous demandais si vous Oui, il faut pas que vous y alliez à contre-cœur. Non, pas du tout. Mais après tout, bon, vous avez peut-être pris froid. Il faudra faire attention quand même dans les soins. De faire attention de pas prendre froid, parce qu'il suffit comme vous êtes beaucoup dans l'eau de pas vous refroidir quand même, hein, d'avoir toujours voyez, entre les cheveux mouillés, l'eau, les peignoirs, les choses changer de peignoir, pas rester avec des peignoirs humides. Non, mais ils nous laissent pas avec des peignoirs humides. Mais enfin, faites attention quand même pour vous savez que vous avez une petite fragilité quand vous sortez, d'avoir toujours un petit pull sur vous, quelque chose peut-être à mettre sur les cheveux ou à mettre autour du cou. Enfin, vous saurez être vigilante. Et là, ça m'a fait un peu peur parce que à côté de chez moi, il y a le Drac. Et j'ai eu plus d'une fois envie d'aller me jeter dedans. Parce que ce qui s'est passé il y a 15 jours, ça m'a choqué. Je l'avais pas fait exprès de prendre ces détails. Ce que vous a dit votre fille ? Oui. Après ça, vous avez eu cette idée ? J'ai eu un mauvais passage. Hein. Même dimanche, ce week-end, il n'était pas là. Plusieurs fois, j'ai failli partir et pas revenir. Mais ça vous prend comme ça, subitement ? Ben, pas vraiment, mais je cogite. Et puis, après tout, je me dis à quoi ça sert de vivre. Tout est réglé. Il n'y aura pas de problème pour les enfants. Je peux m'en aller maintenant. Vous n'avez plus trop de... Oui, c'est ça. Vous vous demandez un peu quel sens ça a, votre vie, aujourd'hui. Voilà. Oui, vous n'avez pas trop de plaisir, au fond, aujourd'hui, en ce moment. Voilà. Non, j'ai pas beaucoup de plaisir. Pas beaucoup de plaisir dans votre vie. Même que mon chat. Oui. Votre chat vous apporte du bien-être. Oui, il est toujours là avec moi. D'ailleurs, on me reproche souvent de mieux aimer les animaux que les enfants, ce qui est faux. Mais qui vous reproche ça ? Les enfants. Ma fille surtout. Et ça fait 33 ans que je suis toute seule. Donc, c'est mon deuxième chat. Mon affection que j'ai pas pu donner à un homme, je l'ai donnée aux enfants, bien sûr, mais je suis une personne, pas dure, mais j'encaisse bien les coups. Mais là, j'ai pas encaissé. Oui, vous avez, au fond, peut-être un peu de mal
Exprimez votre tendresse et avec ce chat, vous pouvez. Oui. C'est ça, c'est plus facile d'exprimer votre tendresse avec les animaux, peut-être. Tout à fait. C'est plus difficile avec les enfants grands, en tout cas. Oui, ils sont grands. Et oui, c'est ça. Avec les petits, peut-être, vous savez mieux faire. Ça se passe bien avec les petits. Et oui. Je les vois pas trop parce que j'ai des grands petits-enfants, mais ils m'appellent. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et au Gdezi, parce que ça s'appelle comme ça, où je vais, ils m'adorent. C'est-à-dire que je suis la seule femme, d'abord, et quand ils me voient pas un jour, ils appellent. C'est quand ça m'a fait peur, en fait, parce que je suis pas une personne qui ferait des trucs comme ça habituellement. Oui, vous n'êtes pas suicidaire. Non. Habituellement. Non. Oui, donc le fait comme ça d'avoir ces idées, d'aller vous jeter comme ça, vous vous demandez pourquoi. Enfin, vous avez un peu peur de ce que vous pourriez faire. Voilà. Voilà. Et puis si autre que la cure, il n'y aurait pas des méthodes pour faire des plats ou parce que quand j'arrive à 11h du soir. J'ai pas trop envie de me faire à manger. Hein, oui, je comprends. Hein. Oui, non, moi, bien je sûr. Me fais une soupe, un yaourt. Bien sûr. Je vais au lit. De toute façon, écoutez, Pierrette, c'est pas une soupe et un yaourt qui vont vous faire grossir. Non. Hein? Non, pas maintenant, non. Non. Vous pouvez effectivement avoir des petites choses comme ça, ou même dans des plats surgelés, qui peuvent être très bien en apport. Le surgelé, c'est pas mal, ça. Vous avez un micro-ondes ? Oui, bien sûr. Bon, ça se fait réchauffer rapidement et vous avez justement même des petites choses qui peuvent se faire réchauffer rapidement et qui sont pas très caloriques. Vous voyez, même dans les surgelés, maintenant, il y a des plats où il y a les calories indiquées dessus et qui sont pas très caloriques. Oui. Mais vous savez, il faut pas que ça devienne une obsession. Et évidemment, pourquoi ça vous a autant blessé les mots de votre fille ? Eh c'est la façon dont elle l'a dit. Et puis après, on a pris les affaires, on est rentré en voiture. Et elle faisait la tête, en fait. Ma fille, elle pèse 48 kilos. Alors, mais elle mesure combien ? 1m60. Alors, imaginez la différence. Moi, je suis une baleine à côté. Mais d'abord, elle n'a pas le même âge, votre fille. Enfin, elle est beaucoup plus jeune. Ans, oui. Oui, elle est mince. Elle est mince, oui. Elle fait du sport aussi. Elle doit faire très attention à sa ligne. Oui. Et elle fait du sport en plus. Oui. Oui, mais bon, écoutez, après tout, vous savez, parfois, Pierrette, il y a des femmes qui surveillent leur ligne énormément. C'est pas forcément ce qui les rend les plus heureuses non plus. Hein. Non. Peut-être que votre fille est très heureuse comme ça, mais vous savez, il y a des femmes qui sont aussi très malheureuses parce qu'elles prennent 1 ou 2 kilos. Oui. Bon, alors vous en avez pris plus, mais c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que c'est venu aussi se greffer sur un tout. Vous n'avez pas été bien cet hiver. Voilà. Donc il y a eu à la fois une fatigue physique importante. Oui. Et puis est venue se greffer une fatigue psychique. Oui. Alors ça prend du temps de récupérer après physiquement, quand il y a les deux. De récupérer et physiquement et psychiquement. Oui. Moi, je pense qu'une cure, c'est pas mal parce que c'est justement en douceur sur 3 semaines. Oui. Vous voyez, j'aime bien le principe des cures parce que justement, c'est quelque chose c'est pas brutal. Tout à fait. On n'est pas dans quelque chose de... vous savez, les régimes, les choses comme ça trop rapides, on reprend aussitôt. Alors que là, on prend soin vraiment, c'est tout l'état général aussi. Oui, c'est tout le suivi en plus. Il y a tout, voilà, il y a tout un environnement. Voilà, avec le maire de Bride-les-Bains, l'agence, je sais pas comment ça s'appelle, où on va chercher les informations, les médecins de Bride, ils ont fait une charte. Et vous allez dans n'importe quel restaurant, vous mangez toujours la même chose. C'est pas tous les jours.
pareil dans tous les restaurants, mais si vous prenez le menu de la semaine, c'est la même chose. Tous les restaurants qui ont accepté de signer la charte, ils fonctionnent comme ça. Donc, on est, à ce niveau-là, c'est vrai, on est vraiment bien suivi. C'est ça, oui. Il y a vraiment. Moi, j'aime bien cette idée de. On prend vraiment dans son ensemble. Il y a en général, c'est dans un joli environnement. C'est joli, oui. C'est ça, enfin. Donc, oui. C'est. Je crois. Écoutez, c'est pas. Vous allez, je vous dis, vous avez été complètement déréglé. Vous leviez la nuit pour manger. Oui. Et il y a des, je vous dis, la cortisone, ça. Moi, je sais que j'en ai pris à un moment quelques jours parce que j'avais un problème sur les cordes vocales et donc, avec mon métier, il fallait que je parle, hein, et rien que sur quelques jours, je sentais, j'avais faim, j'avais tout le temps faim. Ce qui est pas mon habitude, voyez, en temps normal. D'accord. Donc j'imagine sur plusieurs mois, oui, vous deviez avoir très faim. Donc ça va se réguler tout ça. D'accord. En tout cas, il y a des réactions. Il y a Sergio qui dit ne vous arrêtez pas aux mots de votre fille. Je pense que c'est plus de la maladresse que de la méchanceté. Sergio qui vous embrasse. Il y a Prune qui dit votre fille a été blessante. Parlez de votre tristesse à votre psy. Est-ce que vous lui en avez parlé? Ben non, je l'ai pas revu depuis. Vous allez le revoir quand? Samedi. C'est important que vous lui en parliez. Oui. Hein, de ces idées par moments qui vous traversent comme ça, cette tristesse, et par moments de dire, qui vous surprennent vous-même, de dire tiens, bon, ça peut arriver, hein, ça peut à un moment tous nous traverser la tête de dire, c'est cette difficulté à retrouver un peu du sens, un peu de plaisir finalement. Alors vous avez du plaisir quand vous êtes avec votre chat, des moments comme ça un peu, de bien-être. Hein. Et puis j'ai beaucoup de plaisir dans ce que je fais, parce que je travaille avec les jeunes, et excusez l'accent, mais c'est notre accent de Grenoble. Je travaille surtout avec les jeunes en fait. Oui, les enfants et les jeunes. Donc mon travail, il consiste à faire plein de choses. Hein. J'ai fait du tir à l'arc, j'ai fait du bob, j'ai fait plein de choses. Je suis pas une personne qui reste assise. Oui, j'ai bien compris. Mais il faut que vous retrouviez un peu votre tonus, mais ça va revenir, parce que je crois que vous êtes aussi fatigué. Oui. Donc peut-être, vous avez vu avec votre médecin traitant? Je vais le voir vendredi. Vous le voyez vendredi. Oui. Peut-être qu'il pourrait vous donner un petit peu de je sais pas, des compléments alimentaires, quelque chose un peu sur le plan des vitamines, quelque chose un peu sur le plan, vous voyez, vous redonnez un peu des il y a Simon qui avait appelé, qui faisait de la phytothérapie, enfin quelque chose qui vous remette un petit peu aussi sur pied. Alors, il y a Catherine qui dit « J'avais pris 12 kilos après un traitement, je les ai perdus rapidement, ne vous inquiétez pas. » Il y a Prune qui dit « Faites-vous du bien, surtout. » Et puis, qu'est-ce que j'ai? À propos du micro-ondes, il y a Petite Plume qui dit « Oh là là, surtout pas de micro-ondes, cela chamboule les molécules. » Alors moi, je dois avoir les molécules dans tous les sens. Il y a Sergio d'ailleurs qui me dit je viens d'apprendre que notre Caroline est une adepte des plats surgelés, tellement pratique comme je vous comprends, me dit Sergio. Ça, c'est un message sympathique, un message beaucoup moins sympathique qui me dit « Madame, rien n'est plus dégueulasse qu'une cuisine au micro-ondes », je lis, mais je pense que c'est votre repas favori après votre émission. Non, je mange rarement après l'émission, si vous voulez tout savoir. Oui. Mais voyez, je reçois de tout. Il y en a qui adorent dès que je dis une petite chose comme ça personnelle. Alors il y a le message sympathique et puis il y en a beaucoup moins sympathiques qui adorent se ruer comme ça, comme des vautours sur ce que je peux dire d'un peu perso. Bon, passons. Et puis Marie qui dit « Ma mère a souvent la délicate attention de me parler de mon poids. » Avantageux, dit Marie. « J'ai fini par mettre les points sur les i, ça va mieux. Courage, Pierrette. » Et puis il y a le subversif qui dit « Cette baisse de tonus peut tout à fait s'être répercutée sur votre humeur. Parlez-en à votre médecin qui vous orientera. » C'est bien parce que vous voyez votre médecin généraliste vendredi et puis vous voyez votre psy samedi.
C'est ça? Non, je vois pas le psy samedi. Samedi, j'ai un championnat de boxe. Parce qu'on fait de la boxe. Mais alors, quand est-ce que vous le voyez, le psy? Le psy, je le revois dans un mois, je crois. Ah, mais moi, je croyais, quand vous m'avez dit, je croyais que vous voyiez le psy. D'accord, moi, je parlais de médecin. Je le vois régulièrement, mais je l'ai vu au début du mois. Maintenant, je le verrai au début du mois prochain. Je le vois souvent. Et vous ne lui avez pas parlé de vos idées un peu. Vous avez des antidépresseurs? J'ai pas d'antidépresseur, j'ai du Rivotril. Enfin, non, ne donnez pas les noms, on n'a pas le droit de faire publicité. Non, j'ai pas d'antidépresseur. Mais lui, il me trouve pas déprimé. Non, mais vous pouvez, vous n'êtes pas forcément, pour avoir des idées comme ça. Oui. Bon, ça serait important quand même de parler un peu. Oui. Hein, quand même. D'accord, oui. Je vous remercie. Bon, et puis je pense que vous êtes sorti d'un hiver un peu compliqué, d'une fatigue, et je vous dis ça prend un peu de temps. Et puis, mais surtout vous focalisez pas, vous allez reperdre ce poids. Il faut que, vous savez, le métabolisme, il faut qu'il revienne. Ça se fait pas comme ça en 2 temps 3 mouvements. Hein, il faut vous donner un petit peu de temps, Pierrette. D'accord. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, j'écoute souvent votre émission parce que je suis pas une grosse dormeuse et. Ouais. J'écoute la nuit, la radio. Oui. Voilà. Bon. Écoutez, merci beaucoup d'être à l'écoute et prenez soin de vous. Merci. Au revoir, Pierrette. Et caresse au chat, alors. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. Et puis, ah oui, une petite plume me dit non, c'est pas les molécules, c'est les molécules des aliments. Ça inverse la chaîne moléculaire des aliments, le micro-ondes. J'avais lu quelque chose comme ça. Elle me dit à proscrire vraiment. Ah oui, non, mais moi, sans le micro-ondes, non, moi, c'est le premier truc que je déballe, le micro-ondes, quand je déménage. Ou alors, ou alors, s'il va falloir que je retourne, je vais aller dîner au resto tous les soirs, hein. Ça va être ça, le truc. Allez, on va accueillir Daniel. Bonsoir, Daniel. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci de me reprendre, après, donc... Vous vouliez rebondir sur le témoignage d'Emmanuel et des Michel, voilà, à propos de l'alcoolisme et voilà. Ce qui m'a fait, disons, un peu réagir, c'est les propos de Michel, parce que moi, je suis moi-même malade alcoolique, abstinente depuis 4 ans. Donc, j'ai connu l'alcoolisme, mes enfants m'ont connu alcoolisée, etc. Et il avait l'air de dire que ses enfants se faisaient très bien à son alcoolisation, qu'ils avaient trouvé leur équilibre, ils savaient se limiter. Et moi, ça, je ne le crois pas du tout. Les enfants, de toute façon, ne sortent jamais indemnes de l'alcoolisation de leurs parents. Je pense que, quel que soit leur âge, que ce soit à partir de 4 ans, parce qu'à partir de 3-4 ans, ils s'en rendent compte, jusqu'à 25-30 ans, ils le vivent très mal. Donc, ces enfants ne sortiront certainement pas indemnes, même s'ils ne laissent pas voir, même s'ils essayent de comprendre. Moi, je vois que cette jeune fille, Emmanuelle, est en souffrance. Elle souffre depuis des années et moi-même, j'aurais un conseil à lui donner, ce que vous lui avez d'ailleurs dit. C'est pas elle qui va les sortir de leur alcoolisme. Il faut qu'elle soit égoïste. Il faut qu'elle s'occupe d'elle. Et quand on rentre faire une cure, parce que moi j'en ai fait 2, mon alcoolisation a duré à peu près 5 ans, mais bon, j'ai eu des périodes, disons, assez terribles pour moi et mon entourage. Et le médecin que je voyais en cure, l'alcoologue, me disait toujours... soyez égoïste, et occupez-vous de vous-même, mais les enfants ne peuvent rien faire pour vous. Les enfants subissent, mais ne peuvent rien faire. Si ses parents ne prennent pas la décision de se faire soigner eux-mêmes, même s'ils consultent un psychiatre, le psychiatre ne pourra rien pour eux. Il pourrait essayer éventuellement les diriger vers des centres, vers des associations où ils pourraient éventuellement comprendre la maladie, essayer de s'en sortir. Mais à mon avis, ils se complaisent, ils ont trouvé un équilibre. Même si le couple ne va pas bien, ils ont un déni de l'alcoolisation et en fait, je pense qu'ils tiennent comme ça tout en se disputant, tout en allant se plaindre à leurs enfants.
Et les enfants souffrent énormément. Cette jeune fille a fait de l'anorexie, et effectivement, c'est pas par hasard. C'est qu'elle était en souffrance, et actuellement, elle est encore en souffrance. Mais ça, les parents ne le voient pas. Ils ne veulent pas le voir, et ils ne le voient pas. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous êtes, si, c'est très très clair ce que vous nous dites, Daniel. Est-ce que c'est indiscret de vous demander vous-même ce qui vous a peut-être fait arrêter, ce qui a été le déclic? J'ai eu un déclic. D'abord mon mari qui m'a dit écoute, on peut plus rien pour toi maintenant. La situation est entre tes mains. Donc moi je vais me prendre un studio et tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Et puis j'ai mon fils aîné qui plusieurs fois m'a dit tu ne me verras plus, c'est plus la peine, parce que bon, il me téléphonait, j'étais plus à la maison, il me téléphonait, il me disait comment ça va? Je lui disais ça va bien, très bien. Il me disait non maman, me raconte pas des histoires, rien qu'à ta voix je sens très bien que ça ne va pas. Et donc il m'a dit écoute, continue comme ça, tu ne me verras plus. Et il a même rajouté si j'ai des enfants un jour, et dans cet état-là, tu ne les verras pas. Et ça, je pense que ça a été pour moi un déclic, parce que mes enfants, c'était tout pour moi, et je les ai élevés, j'ai arrêté de travailler, etc. Et en fait, le jour où ils sont partis de la maison pour faire leurs études à Lyon, puisqu'on est dans la région, eh bien, j'ai fait une grosse dépression, et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que l'alcool était le meilleur des médicaments, parce qu'il réagissait tout de suite et qui vous mettait dans un état euphorique pendant un certain temps, mais malheureusement les doses augmentent petit à petit, le corps réclame davantage, et là c'est un petit peu la déchéance. Là, à ce moment-là, on peut plus résister à l'alcool. Donc à partir de ce moment-là, eh bien j'avais disons les clés en main, donc c'était soit je continuais, je perdais tout, soit je réagissais, je me faisais soigner. Et bon, se faire soigner, ça ne veut pas dire la première cure va réussir. J'en ai fait 2 de 5 semaines, et la première n'a pas réussi, mais la seconde, je peux vous dire qu'après ce que mon fils m'avait dit, j'ai tenu bon, je tiens encore bon, et j'espère que ça durera encore longtemps, parce que j'ai maintenant 2 petits-enfants adorables, et que je suis ravie de garder très souvent. Oui. Écoutez, ça c'est le plus beau, c'est la plus belle chose, et qui va vous faire tenir. Oui, donc c'est pour ça qu'Emmanuel, il faut pas qu'elle se disons culpabilise, vous l'avez dit. Surtout pas qu'elle retombe justement dans cette maladie atroce qui est justement l'anorexie. Et il faut qu'elle, au contraire, résiste, comme vous l'avez dit, qu'elle résiste. Mais qu'elle leur dise bien que ce n'est plus son affaire. C'est important que vous le disiez, vous. Vous avez dit les enfants subissent mais ne peuvent rien faire. Et c'est important de vous l'entendre dire, vous, oui, Daniel. Merci beaucoup. À tous les âges. Merci beaucoup de votre témoignage, Daniel. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un message aussi d'Eugénie par courriel qui dit « Je suis touchée par le témoignage d'Emmanuel. Ma maman est décédée, mon père est ou était alcoolique. Le jour où je me suis dit c'est bon maintenant, je vis pour moi. Tout est allé beaucoup mieux. Je me suis enfin construite car lui a détruit toute ma vie et celle de mes frères et sœurs. Bon courage, il faut réussir à faire le pas. Ce n'est pas de l'égoïsme mais de la survie. Courage à Emmanuel. » Bonsoir Lorraine. Bonsoir. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous entendre. Écoutez, moi aussi, je sais que tout à l'heure, enfin c'est demain, non, c'est tout à l'heure, vous devez être opéré, c'est ça? Oui. Vous êtes à Londres, là? Oui, je suis à Londres. Juste un tout petit mot pour Emmanuel, parce que ma mère aussi est une ancienne alcoolique. Et tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste. Et ça m'a beaucoup touchée, tout ce que vous avez dit. Le fait qu'on porte les gens à bout de bras, c'est exactement ça. Donc qu'elle prenne soin d'elle. Merci pour elle. Alors vous êtes assez anxieuse ce soir parce que vous êtes. C'est pas la première fois que vous vous faites opérer. Ce sont les yeux. Non, en fait c'est la première fois que je me fais opérer des yeux. Oui. Bon, moi, je suis myope depuis l'âge de 6 ans, donc si vous voulez, je suis habituée à pas voir grand-chose. Malheureusement, la myopie s'est détériorée avec le temps. C'est aggravé avec le temps.
Et je me faisais suivre tous les ans par un ophtalmologue en France, tout allait bien. Je portais des lentilles. Bon, j'ai eu des petits problèmes comme tout le monde quand on porte des lentilles. Et puis la semaine dernière, donc c'était jeudi dernier, je suis allée voir un ophtalmologue et il m'a examinée et j'ai vu qu'il passait quand même pas mal de temps à me regarder les yeux. Donc je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Et juste après, il m'a dit, oui, vous avez un décollement de rétine. J'aimerais vous référer à un de mes collègues. Là, est-ce que vous pouvez cet après-midi? Donc on a dit, j'étais avec ma mère, j'ai dit oui. Et la secrétaire pensait que j'allais me faire opérer dans la foulée. Donc là, j'ai eu un petit choc. Je me suis dit, parce que j'avais jamais entendu parler de ce problème, malheureusement. Et après, j'ai vu l'autre médecin qui m'a réexaminé et qui m'a effectivement dit que j'avais un décollement de rétine aux 2 yeux. Bon, le problème, c'est qu'après, je suis rentrée chez moi, j'ai un peu lu ce qui en était sur Internet, c'est quand même assez grave, parce que je suis opérée sous anesthésie générale et qu'on peut pas me corriger au laser, en fait. Ah oui, parce qu'en général, oui, ça se fait sous laser, ça. Eh ben non, moi, c'est pas possible. Donc, anesthésie générale, et en plus de ça, j'ai la secrétaire du médecin qui m'a appelé le vendredi pour me proposer de m'opérer lundi ou le 12 avril. Donc, comme je recherche un emploi, je voulais le faire le plus vite possible. Mmh. Donc, je suis allée à l'hôpital avant-hier, sauf que la secrétaire s'est trompée. Elle m'a envoyé une lettre avec marqué anesthésie locale. Et donc, toute la matinée, je me suis posé la question et j'ai essayé de la joindre sans succès. Je suis arrivée à l'hôpital, j'aurais demandé, mais est-ce que je peux manger? Elles m'ont dit oui. Mmh. Et quand j'ai vu le médecin, il m'a dit oui, mais c'est anesthésie générale. Je suis vraiment désolée. On va devoir reporter. Et donc voilà, ce sera demain. Mmh. Mais depuis, le problème, c'est que je sais pas, je vous ai dit dans mon mail que j'avais. Je suis assez anxieuse de nature parce que toute ma famille est anxieuse. Et j'ai plus que ma maman et ma grand-mère, en fait. Ma grand-mère est en France. Et j'essaie de les rassurer, en fait, et je m'occupe pas de moi. C'est un peu ça, vous voyez. Donc je suis contente de vous parler parce que vous avez rien vous êtes pas proche de moi, donc j'ai pas besoin de vous rassurer, vous voyez. Non. Je peux vous parler de mon ressenti à moi. Non, oui. Donc, c'est pas comme là, si je me faisais opérer d'un orteil. Bien sûr, les yeux, oui, je comprends. Mais là, vous êtes à l'hôpital? Non, là, j'y vais demain, en fait. Vous y allez demain? Je passe la nuit là-bas. Et heureusement, l'hôpital n'est pas loin, il est à 10 minutes à pied. Donc, c'est bien. Et puis, heureusement qu'ils m'ont détecté ça, parce que sinon, j'aurais pu avoir de gros soucis. Oui, c'est embêtant, oui. Il faut que ça soit fait, un décollement de rétine. Il faut que ça soit pris assez rapidement en charge. Mais bon, ce sont des médecins qui ont l'habitude de faire ce genre d'intervention. Oui, donc, je sais qu'en France, on critique beaucoup la médecine anglaise, mais, oui, mais franchement, j'ai été vraiment très agréablement surprise par la compétence des médecins que j'ai vus. Donc ça m'a rassurée, mais le problème c'est que après j'ai cogité avec ma grand-mère qui a une voix d'outre-tombe parce que malheureusement j'ai perdu mon grand-père l'année dernière. Ensuite, j'ai perdu mon petit chien, donc ça fait beaucoup de choses. Et oui, mais alors peut-être que, c'est-à-dire qu'après tout, si elle doit vous angoisser, qu'elle vous appelle plutôt après l'intervention. Si c'est pour la voir avant et qu'elle doit vous inquiéter, c'est pas la peine. Non, mais vous savez, Caroline, c'est le problème. J'ai été toute mon enfance un peu la personne stable de la famille. Oui. Donc je peux pas je me sentirais mal de pas l'appeler, de pas lui dire ne t'inquiète pas, ça va aller. Oui, mais là en l'occurrence vous pouvez vous l'avez appelé pour dire que vous rentrez à l'hôpital pour une intervention et puis là vous l'appellerez après quand ça aura eu lieu, mais vous avez une bonne excuse justement là de ne pas l'appeler en ce moment, non?
Oui, je laisserai ma mère le faire. Ben voilà, vous laissez exactement, Lorraine. Hein, vous laissez votre mère le faire. Là, vous avez une très bonne excuse de ne pas appeler votre grand-mère. Hein, vous occupez de vous, vous rentrez à l'hôpital et vous laissez l'équipe soignante s'occuper de vous. Et puis vous nous donnerez de vos nouvelles. Bah écoutez, oui, on vient m'amener votre mail. Je dis on va lui faire un petit coucou quand même à Lorraine et on aura une pensée pour vous. Mais il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Je comprends que vous soyez un peu inquiète. C'est jamais agréable une intervention. Et puis bon, les yeux, évidemment, c'est toujours un petit peu angoissant. Mais bon, vous êtes entre les mains de médecins compétents qui ont l'habitude de ce type d'intervention. Donc bon, hein, il y a aucune raison. Ça a été détecté, voilà, c'est des interventions qui sont très bien maîtrisées. Hein. Oui. Donc bon, ça se fait très souvent au laser. Ah bah écoutez, avec plaisir. Vous revenez quand? Jeudi soir. Jeudi soir. Bon, bah alors écoutez, si vous êtes en forme, vous pouvez même nous passer un petit coup de fil. Je sais avec plaisir. C'est pour ça, je dis, hein, si vous êtes en forme. Je vous embrasse fort, Lorraine. Hein. Moi aussi. À bientôt. Alors peut-être à jeudi. Au revoir, Lorraine.